Salut et bienvenue sur Commodore 64, ici 510 Rétro Programming. Aujourd'hui, c'est un peu l'heure de vérité, c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon ouvrage sorti et publié aux éditions Amazon. La mémoire du Commodore 64, il est disponible au prix de 29,99 €. Il fait 450 pages, un peu plus. 450 pages, c'est l'équivalent de 2 livres. Donc voilà, au lieu de publier 2 tomes à 15 €, j'ai préféré tout rassembler en un seul ouvrage. Mais avant d'en parler, je voulais d'abord vous remercier tous, toutes ces personnes, hein, vous tous qui me regardez, me likez, euh, vous me suivez, vous m'encouragez, et même vous achetez parfois mes livres. Donc merci à vous tous, et puis un merci également à Angelo, qui me regarde certainement et qui m'a aidé, hein, au travers de ses commentaires à améliorer le contenu, hein, le format à la fois de la chaîne mais aussi de mes ouvrages. Voilà. Alors, de quoi parle cet ouvrage? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a rien d'équivalent écrit en langue française, hein. C'est une description très détaillée, adresse par adresse, de la mémoire du Commodore 64. Vous avez des pseudo-équivalents écrits en langue anglaise, hein, écrits par Sheldon Lemon, Mapping the Commodore 64, ou Tim Arnott. Bon, moi c'est vrai, enfin, mon ouvrage fait 450 pages réelles, c'est 450 pages de commentaires, hein, à peu près. Bon, il y a peut-être un petit peu moins, vous avez quelques annexes, vous avez quelques listings. L'ouvrage de Sheldon Lemon commente sur 250 pages le contenu de la mémoire du Commodore 64, et puis vous avez une partie qui est consacrée à GEOS. Moi j'aborde pas du tout GEOS. Je considère ça, c'est une extension, hein, donc j'ai pas vraiment vu l'intérêt de commenter les modifications des adresses en mémoire de l'extension. À la différence de l'ouvrage de Tim Arnott, mon ouvrage est beaucoup plus détaillé dans les commentaires. Je n'ai pas repris toutes les routines dans les ROM, hein, du Commodore 64. Je ne me suis pas amusé à les reproduire une à une. Parce que vous n'en avez, je pense que c'est inutile, j'avais pas besoin d'encombrer mon ouvrage de tout ça. Et puis surtout, c'est très facile d'accéder à ces routines dans les, à ces routines de ROM, hein, du Commodore 64 au travers d'un moniteur, hein, des assembleurs. Alors, l'ouvrage, de quoi parle-t-il? En fait, de tout, finalement, puisque un ordinateur ne fonctionne qu'au travers de sa mémoire qui sert à stocker des données, hein, à les lire évidemment, mais aussi à contrôler les entrées et sorties. Donc tout ce qui a trait à ceci est évidemment abordé dedans. J'ai envie de vous dire, il y a tout, le clavier, le son, la vidéo, les sprites, hein, le graphisme, le texte, la haute résolution, les lecteurs de cassettes, de disquettes, tout est abordé, hein, au travers de ces moyens, de ces différentes mémoires du Commodore 64. Une petite préface, hein, qui évoque le contexte dans lequel le Commodore 64 a été délaissé, hein, par les maisons d'édition et d'une manière générale délaissé par le marché français. On connaît l'histoire, hein. J'ai fait une petite vidéo rigolote à ce sujet. Une table des matières, hein, évidemment, pour présenter euh, l'ouvrage, mais sous forme, dans l'ordre, hein, d'ordonnancement des différentes pages de la mémoire. Euh, une introduction sur ce que contient la mémoire, hein, ce sont des octets, des bits, comment ça se lit, la structure de la mémoire qui est très particulière sur le Commodore 64 et qui est liée à son processeur 6510, hein, qui autorise un étagement de la mémoire, chose que vous ne pouvez pas faire avec le processeur 6502, vous n'avez pas de choses équivalentes, hein, sur les autres ordinateurs équipés du processeur 6502. La page 0, fondamentale, hein, quand on programme, c'est une page qui est lue et écrite beaucoup plus rapidement que les autres pages dans la mémoire. Donc quand on programme, on essaie, c'est une zone cruciale, avec deux adresses qui sont, comment dire, auxquelles évidemment,
qu'on peut modifier, mais qui ne vont pas servir à stocker des données, hein, de la mémoire, mais plutôt deux adresses qui correspondent à ce qu'on appelle les registres d'entrée et sortie du processeur, qui sont l'adresse 0 et l'adresse 01, hein, deux adresses fondamentales qui sont décrites en détail, hein, l'utilisation de ces deux registres. Et la page 0 ne commence réellement pour le Commodore 64 qu'à partir de l'adresse 02, avec d'abord des adresses qui sont inutilisées, totalement inutilisées, et puis ensuite des adresses utilisées par le BASIC et le kernel du Commodore 64 pour y placer des valeurs provisoirement. Alors évidemment, quand on utilise le langage machine sans avoir recours au BASIC ou au kernel, on peut utiliser ces adresses, ou on peut tout simplement désactiver la ROM du BASIC et la ROM du kernel, et à ce moment-là, toutes ces adresses en page 0 sont totalement et entièrement disponibles. Au travers de la page 0, j'aborde la question des pointeurs, hein, du BASIC, hein. Donc je parle du BASIC longuement d'ailleurs dans cet ouvrage du BASIC, comment il est structuré, comment il est organisé, où sont ces différents pointeurs, comment les modifier, les différentes variables aussi possibles avec le BASIC, hein, comment ces variables sont organisées, comment on peut les modifier, les fameux registres dédiés aux valeurs à virgule flottante, avec des explications sur le fonctionnement de ces valeurs à virgule flottante, hein. Alors si la question, la virgule flottante, vous avez évidemment cet ouvrage, hein, qui rentre un petit peu plus en détail sur ces questions. Et puis une fois qu'on a terminé avec la page 0, alors la page 0 se termine avec des explications sur le fonctionnement de l'enregistrement sur bande, hein, quand on a recours au lecteur de cassette. J'aborde ces questions-là, j'explique comment ça fonctionne, c'est très intéressant, c'est très particulier. Le système du Commodore 64 est très fiable, mais très lent. Alors, vous savez sans doute que les programmeurs se sont amusés à réinventer les routines d'enregistrement, hein, sur cassette pour rendre l'enregistrement beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide, hein. C'est le principe du fast load, hein. Vous voyez, la page 0 est quand même très longuement abordée. Et puis, après, vous avez logiquement la page 1 qui correspond à la page de la pile du processeur, hein, en anglicisme, hein, en mauvais français on dira le stack, hein, mais normalement c'est la pile du processeur. Alors, je sais que dans le monde de la programmation on aime les anglicismes. Je trouve que quand on débute, quand on apprend, et même d'une manière générale, hein, quand on parle, les anglicismes, malheureusement, ça n'aide pas toujours à accéder à la même réalité, en fait, hein. Ça perturbe la communication. Donc c'est vrai que dans cet ouvrage aussi, ce que je me suis forcé de faire, c'est d'éviter les anglicismes, pour que l'ouvrage soit accessible au plus grand nombre, parle au plus grand nombre. Bon, après la page 1, hein, donc la page 2, forcément. Page 2 qui est bien connue, hein, par les utilisateurs du BASIC, puisque on sait que entre les adresses 250 et 258, vous avez une sorte de zone de mémoire tampon, un buffer, hein, pour employer un anglicisme, qui va servir à enregistrer provisoirement les entrées du BASIC. Une chose aussi dans cet ouvrage, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il y aurait de la couleur. J'ai choisi de ne pas le faire parce que le coût de fabrication du livre aurait été renchéri. Alors ici, vous voyez, c'est pas la version définitive, c'est la version qui était supposée avoir de la couleur. Donc les tableaux, la plupart des tableaux sont uniquement en noir et blanc pour gagner en lisibilité, parce que les zones grisées, c'est vrai, ça rend pas toujours la lecture agréable. J'ai choisi donc de mettre des bandeaux en noir et puis un contenu en blanc. Bon, peut-être qu'il y aura une version en couleur s'il y a le marché derrière qui s'y prête, mais aujourd'hui j'ai considéré qu'il n'y avait pas le marché, ça n'intéresserait pas les gens de payer un ouvrage beaucoup plus cher pour avoir quelques effets de couleur. Bon, après la page 1, 2, 3, on aborde la page 400, hein. Vous savez, la page 400, c'est celle de la mémoire écran par défaut du Commodore 64.
euh, la page 800, enfin la page 800, l'adresse 800, donc la page 8, qui est celle de la zone réservée au programme, hein, écrit en basique. Et puis après, vous avez une adresse particulière qui est l'adresse 1000, qui, pour le programmeur en basique, ne correspond pas à grand-chose, mais c'est là, cette adresse, c'est l'adresse à partir de laquelle la ROM chargen va voir, plus exactement la puce VIC2 va voir les caractères qui sont, les données des caractères qui sont stockés dans la ROM chargen, puisque la, comment dire, la puce VIC2 peut accéder à certains bancs de la mémoire, hein, à 4 bandes de la mémoire du Commodore 64. Hein, la mémoire du Commodore 64 est divisée en 4 bandes de 16 kilooctets. Donc par défaut, eh bien, la puce VIC2 voit à partir de cette adresse 1000 les données des caractères dans la ROM chargen. Également des adresses qui concernent les cartouches auto-exécutables, comment elles fonctionnent, comment en créer, même à la limite. Hein. Vous avez les éléments pour ça dans cet ouvrage. Quelles sont les, les broches à activer ou désactiver pour que une cartouche soit auto-exécutable. Alors, il ne suffit pas de faire ça, vous devez insérer des routines, vous avez aussi un système de clés à insérer, mais c'est écrit, hein, c'est en tout cas détaillé ici. Et enfin, la ROM du basique, qui commence en page 160, c'est-à-dire l'adresse A000, presque comme James Bond, qui est l'adresse 40 960 en décimale. Donc je décris évidemment toutes les routines, hein, du basique, en tout cas les routines principales du basique. Certaines, peut-être que certaines routines qui se contentaient de ce qu'on appelle une fonction RTS, hein, Return to Subroutine, je ne suis pas amusé à les préciser. Hein. Le basique a souvent recours à ça, il fait des sauts vers des adresses RTS. Donc je ne me suis pas amusé à décrire à chaque fois ces choses-là. J'ai vraiment décrit le principal. Ça peut être utile, évidemment, ça vous évite, hein, d'avoir à vous replonger dans tout le code source, savoir exactement ce qui se passe. C'est assez, ouais, c'est détaillé, hein. C'était un vrai boulot de décrire, hein, ces différentes routines. Il y a beaucoup de choses à dire sur le basique. D'abord, le basique contient des routines qui permettent d'effectuer des calculs arithmétiques, hein, et de la trigonométrie. Donc tout ceci, hein, est expliqué dans l'ouvrage, mais vous avez également des routines consacrées aux opérations à virgule flottante. Donc j'explique quelles sont ces routines, comment elles fonctionnent, et vous pouvez même les utiliser dans vos propres programmes en langage machine. Une fois qu'on a terminé avec le basique, hein, les adresses dédiées au basique, j'aborde les registres dédiés aux entrées et sorties, sachant que vous en avez plusieurs. Vous avez les registres de la puce vidéo VIC2, hein, donc c'est les sprites, c'est le mode texte, c'est le mode matriciel, en fait, graphique matriciel qu'on appelle bitmap, hein, ça c'est l'anglicisme. Vous avez les registres qui contrôlent le faisceau de balayage, raster, hein, raster, pareil, un autre anglicisme qui d'ailleurs ne veut pas dire grand chose en anglais. Hein. C'est souvent, j'ai remarqué une chose, les Américains et les Anglais n'aiment pas beaucoup ce mot raster parce que ça ne veut pas dire grand chose. C'est le beam, hein, en anglais, c'est le faisceau de balayage, mais raster c'est la grille. Hein. Donc les différents registres de contrôle vidéo évidemment abordés, le mode, l'option multicolore, hein, que ça soit en mode texte ou en mode matriciel. Hein. Bon, c'est là où j'aurais voulu avoir de la couleur, notamment quand on est en mode multicolore. Bah, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus joli, mais j'ai pas pu le faire, donc dans la version définitive, vous aurez des zones grisées et noir et blanc. Mais bon, j'espère que ça sera assez lisible, hein, pour vous, hein, quand j'évoque l'option multicolore.
donc la puce SIG 2 avec les couleurs également, et la puce SID qui génère le son, l'audio, les différents registres sont abordés. En principe, avec toutes les informations que je vous décris, enfin, qu'il y a dedans, vous devriez être capable de créer un son assez facilement, des notes musicales. Avec une description de ce qu'est l'enveloppe ADSR, c'est la base quand on crée du son, c'est comment fonctionne une enveloppe sonore. Les deux puces CIA qui sont fondamentales puisqu'elles contrôlent quasiment pratiquement toutes les entrées, l'essentiel des entrées et sorties, hormis le graphisme et le son. Le clavier notamment, comment ça fonctionne, j'avais fait une vidéo sur le clavier du Commodore 64. Donc les informations qui étaient dans ma vidéo se retrouvent ici dans cet ouvrage écrit cette fois-ci. Ce qu'on appelle le port utilisateur, évidemment, qui permet les communications RS-232. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça doit être un petit peu du chinois pour les plus jeunes, le RS-232, mais c'était quelque chose un peu fondamental quand on avait on utilisait un modem, les Français avaient le Minitel, et le reste du monde utilisait un modem. Voilà, à l'époque, dans les années 80. Bon, après, la France a fini par adopter le système du modem, mais voilà. Et puis après, on revient à une ROM, celle du kernel, qui contient quelques routines du basique, qui débutent par quelques routines du basique, notamment les routines liées à la trigonométrie. Vous voyez, j'ai pris le temps, le soin d'expliquer comment sont organisées ces routines. Ça repose sur une décomposition du cercle en 4 parties, et les routines repartent de là pour calculer les sinus et les cosinus. Beaucoup de formules mathématiques également, donc si vous aimez les maths, vous serez bien servi. Et puis enfin, les routines du kernel, il y en a énormément, vous avez celles qui concernent l'éditeur d'écran, et puis après, toutes les communications vers le lecteur de disquette, de cassette, le RS-232, et puis également les routines de gestion des interruptions, notamment la routine EA31, que je décris, je pense, assez longuement, à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Là, alors, c'est un peu une exception à ce que je vous ai dit. J'ai repris le contenu de la routine pour la décrire ligne à ligne parce que j'ai considéré qu'elle était fondamentale, elle était très importante. Les routines de SCA qui procèdent aux vérifications des touches appuyées de scan du clavier. Voilà. Et puis, une fois que les routines du kernel s'arrêtent, eh bien, il y a ce qu'on appelle une table des vecteurs du kernel. Le Commodore a choisi en fait à la fin, d'organiser la fin de la mémoire avec une table des différents vecteurs du kernel qui sont des renvois aux routines du kernel, des routines principales. Cette façon de faire permet de mettre à jour les routines du kernel, de les modifier beaucoup plus facilement. Et puis tout à la fin, vous avez en mémoire 3 vecteurs, enfin 3 fois 2 adresses, donc ça fait 6 adresses qui sont dédiées aux vecteurs du processeur 6502 qui concernent les interruptions, les IRQ, les NMI, et l'instruction BRK, et qui vont pointer, alors non pas une ROM, mais des routines plus précisément. Et puis un index, évidemment. L'index détaillé des mots-clés. J'aurais pu peut-être faire quelque chose encore plus détaillé, mais c'est déjà pas mal. Un index simplifié des routines dans les ROM du kernel et du basique. Dans l'hypothèse où vous auriez la flemme de lire ou de relire la partie détaillée des routines, vous avez une sorte de condensé rapide, lecture rapide, un digest, pour employer à nouveau un anglicisme, un petit résumé.
Et puis quelques petites annexes qui sont un peu le b.a.-ba, la tarte à la crème, comme les adresses de la mémoire écran, la mémoire couleur, les codes ASCII, PETSCII, les codes écran, les conversions entre les codes écran et codes PETSCII, à nouveau, hein, la disposition de la matrice du clavier du Commodore 64, une autre version, mais vous la retrouvez un peu plus en avant dans l'ouvrage, à un autre endroit. Euh, les codes valeurs exécutables, hein, qu'on appelle tokens en anglais, et puis enfin les notes musicales, quelles sont les valeurs à insérer dans les registres, hein, de la puce SID pour obtenir des notes musicales, sachant que on n'a pas exactement les mêmes fréquences pour un modèle PAL et un modèle NTSC. C'est aussi quelque chose que j'aborde régulièrement dans l'ouvrage, c'est les différences, hein, entre les modèles PAL et les modèles NTSC. Alors, ça servira pas grand. Je suis pas sûr d'intéresser un public anglo-saxon avec cet ouvrage, mais si vous êtes au Canada, au Québec, avec un modèle NTSC, eh bien, et que évidemment vous parlez français, eh bien vous aurez quelques informations utiles, hein, sur votre Commodore 64. Moi d'ailleurs, ayant vécu aux États-Unis, eh bien j'avais un modèle NTSC, et puis en France j'ai eu un modèle PAL. Donc j'ai travaillé sur les deux versions et c'est amusant. La résolution est un petit peu différente. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Qui se termine. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère encore plus que cet ouvrage vous plaira, que vous le trouverez clair, didactique. Évidemment, ce n'est pas un ouvrage qui s'adresse à tous ceux qui maîtrisent parfaitement le contenu de la mémoire du Commodore 64. C'est un ouvrage qui va s'adresser aux nostalgiques, aux débutants, qu'ils soient âgés ou jeunes. Je parle de l'âge parce que dans la tête, vous êtes forcément jeune. Et puis peut-être même aux pros, à ceux qui maîtrisent totalement le contenu de la mémoire du Commodore 64, mais qui ont toujours voulu avoir cet ouvrage écrit en français qui n'est jamais sorti, euh, et surtout avoir un condensé du savoir en un seul volume sans avoir à le rechercher de manière disparaître dans des notes, sur des sites internet. Voilà. Eh bien, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.